Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, les écrivaines françaises ont été primées largement à l'automne dernier. Brigitte Giraud a remporté notamment le prix Goncourt pour Vivre vite. Elle sera notre rôle modèle cette semaine. Il a une idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Et Guillaume, aujourd'hui, on va continuer à envisager les potentiels de l'intelligence artificielle avec toi. Une start-up notamment fait parler d'elle avec son intelligence artificielle basée sur la voix de personnalité. On voit à quel point l'intonation, l'émotion qui peut passer à travers une voix est importante et on voit que de plus en plus les machines essaient de les décomposer pour les réinventer. C'est assez... Bon, en tout cas, ça m'a bluffé. Eh ben, on va être bluffé, j'en suis persuadée, avec toi. Et oui, aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Suivez mon regard, oubliez quand même les chocolats et les bouquets de roses. On va s'intéresser au langage amoureux des ados aujourd'hui. Entre emoji et réseaux sociaux, les relations de la Gen Z sont-elles si compliquées? Et puis, on va aller des sentiments jusqu'au consentement. Comment est-ce qu'on parle d'amour en 2023? On va en parler, tiens, justement, avec nos invités. Fleur Chéri. Fleur, vous êtes journaliste sexo, spécialiste de l'intimité. Vous décryptez le sujet sur TikTok notamment, mais pas que, à la télé, à la radio aussi. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en duplex avec nous, Sandrine Pouvreau. Vous êtes journaliste pour Okapi. Vous dirigez notamment la rubrique On se dit tout. Vous allez tout nous dire, justement, puisque qu'est-ce qu'un couple? Vous avez posé la question dans une cour de récré aux 11-13 ans. Bonjour à vous, Sandrine. Bonjour. Mais d'abord, focus. Vivre le deuil après un accident qui emporte un être cher, c'est ce travail de résilience que Brigitte Giraud livre dans Vivre vite. L'autrice lyonnaise était prix Goncourt à l'automne dernier 2022. Son parcours de rôle modèle est raconté tout de suite par Xavier Terrade. Le 3 novembre 2022, Brigitte Giraud est la 13e femme à avoir reçu le prix Goncourt en 120 ans. L'auteur a été récompensée pour son livre Vivre vite, publié aux éditions Flammarion, un ouvrage dans lequel elle raconte l'accident de moto qui a coûté la vie à son mari Claude le 22 juin 1999. Après avoir résisté pendant de longs mois, après avoir ignoré jour après jour les assauts des promoteurs qui me pressaient de leur céder les lieux, j'ai fini par rendre les armes. Aujourd'hui, j'ai signé la vente de la maison. Quand je dis la maison, je veux dire la maison que j'ai achetée avec Claude il y a 20 ans et dans laquelle il n'a jamais vécu, à cause de l'accident. À cause de ce jour de juin où il a accéléré sur une moto qui n'était pas la sienne, sur un boulevard de la ville, inspiré par Louride peut-être, qui avait écrit « Vivre vite, mourir jeune ». Le point de départ d'un livre émouvant rempli d'interrogations, hasard, destin, coïncidence. Pourquoi ce drame s'est-il produit? Brigitte Giraud y mène une véritable enquête 20 ans après. Le prix Goncourt ne lui était pas inconnu puisqu'en 2007, elle avait reçu le Goncourt de la Nouvelle. Pour le recueil, l'amour est très surestimé. En 2019, la femme de lettres avait été finaliste du prix Médicis pour son livre Jour de courage. À 60 ans, cette Lyonnaise née en Algérie a donc reçu le prix Goncourt, une consécration après la publication d'une dizaine d'ouvrages, des livres traduits dans une vingtaine de pays. En 1997, son ouvrage baptisé La chambre des parents avait reçu le prix des étudiants. Avant de se lancer véritablement comme écrivaine, Brigitte Giraud a eu plusieurs vies professionnelles. Ses études de langue auraient dû la mener à une carrière de traductrice, mais elle a d'abord été tour à tour libraire, journaliste, conseillère littéraire ou encore éditrice, avant de se plonger dans l'écriture qui lui a permis de mieux affronter le drame de sa vie, la mort de son mari. En 2001, elle avait raconté les semaines qui avaient suivi son décès dans À présent. C'était de son propre aveu le livre de la sidération. 20 ans après, Vivre vite ressemble à celui de la compréhension et de la libération. Et tout de suite, on continue à parler d'amour avec un grand A. C'est la première partie du talk. Pour en parler, nous sommes en plateau avec Fleur Chéri. Fleur, vous êtes journaliste sexo, spécialiste de l'intimité. Vous décryptez ce sujet sur tous les réseaux, sur TikTok notamment. Sandrine Pouvreau, vous êtes avec nous par Skype interposé. Vous êtes journaliste pour Okapi. Vous dirigez la rubrique Culture, on se dit tout. Et
ce sont justement les ados qui vous ont tout dit sur ces questions de couple et de sentiments amoureux. Évidemment, on en parle aujourd'hui parce que c'est ce qu'on appelle un marronnier, hein, on ne va pas se mentir, en jargon journalistique. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais on va essayer d'aller au-delà des bugs et surtout éviter les bugs en matière d'amour chez les ados. Comment est-ce qu'ils s'imaginent, les relations amoureuses? Comment est-ce qu'ils se projettent ou pas dans la notion de couple? Est-ce que les réseaux facilitent ou pas les choses? On va aborder toutes ces questions, peut-être d'abord avec vous justement Séverine, parce qu'encore une fois, ces questions, vous les avez posées dans la cour d'un collège, à Audrey, à Gennaro, à Gaspard ou encore à Madeleine. Ils et elles ont entre 11 et 13 ans. Comment est-ce qu'ils ont abordé cette définition du couple avec vous? Alors c'est vrai que les questions de couple reviennent en permanence dans les courriers qu'on reçoit. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de faire ce sujet dans Okapi. Et notamment, ce qui m'avait interloqué un peu, c'est qu'il y a quelques années, les jeunes parlaient de sortir. On sortait avec une fille, on sortait avec un garçon. Mais aujourd'hui, ce terme a été balayé, remplacé par on est en couple. Du coup, effectivement, on est allé poser la question à des ados, ça veut dire quoi être en couple? Bon, ça veut dire la même chose que sortir avec, hein, mais c'est vrai que pour eux, en tout cas, ce mot-là, c'est important, c'est montrer qu'ils sont grands. La notion de couple, c'est de dire, ben voilà, on grandit, on est presque des grands. Et puis pour certains aussi, qui ont peut-être des parents séparés, c'est un peu une revanche de dire, voilà, nous on est en couple, nous on a réussi, on est en couple. Après, derrière ce mot-là, il y a plein de choses. C'est être en couple, voilà. On dit qu'on est ensemble, mais il n'y a rien de plus. Et au pire, personne ne le sait. Et au mieux, on commence à l'afficher sur les réseaux, en commentant les uns, par exemple, les posts de son amoureux ou de son amoureuse sur les réseaux. Mais souvent, il n'y a pas grand-chose d'autre pour les plus jeunes. Après, c'est se tenir la main, le premier baiser. En tout cas, chez les collégiens, on en est encore, en tout cas jusqu'en 4e, sur ces notions-là, très chastes. Donc, si je vous entends bien, il y a autant de définitions du terme couple que d'ados finalement. Mais Fleur, on a l'impression quand même, avec Sandrine et les ados qu'elle a audités dans cette cour de collège, que le couple, c'est quand même le saint graal de la relation amoureuse, même à 11 ans, même à 13 ans. Oui, et je pense que l'évolution du terme « sortir avec » qui a muté en couple, finalement, moi, je l'interprète de cette façon-là, c'est-à-dire que on sort de toute façon avec quand on est petit parce qu'on n'habite pas ensemble. Donc, on n'a pas vraiment cette union conjugale qui fait couple comme les grands. Donc, les petits ont bien conscience qu'ils sortent ensemble. C'est-à-dire qu'à part se tenir la main dans la cour de récré, ils ne vont pas passer la nuit ensemble, ils ne vont pas partager les tâches domestiques à la maison, ils ne vont pas éduquer un enfant. Donc, ils ont conscience qu'ils sortent ensemble. Sauf que je pense qu'il y a un besoin d'engagement, il y a un besoin de fidélité qu'il n'y avait pas forcément 10 ans auparavant, parce que c'est des enfants qui ont vu leurs parents se séparer, qui, avec les réseaux sociaux, se rendent compte qu'on peut très facilement trouver un nouveau partenaire ou très facilement se tromper virtuellement, entre guillemets. Donc, je pense qu'il y a un besoin chez les jeunes d'un engagement ou d'un poids un petit peu plus lourd dans le mot « sortir avec ». Maintenant, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment en couple, puisqu'on ne peut pas faire couple, on ne peut pas être ensemble. Donc, on sort ensemble, mais on veut un engagement supplémentaire. Un engagement qui se traduit comme un nouveau lien social aussi, hein, si je vous entends bien, Fleur et Sandrine. D'ailleurs, dans le papier, là aussi, Sandrine, vous abordez plein de questions qui tombent sous le sens. Est-ce qu'il faut forcément être amoureux, pour être en couple ? Oui, mais en fait, chez les jeunes interrogés, ils disent que oui. En tout cas, si au début, c'est pas forcément le méga coup de foudre. Après, pour être en couple, il faut être amoureux. Et ils sont très tradis là-dessus. En tout cas, les collégiens que j'ai rencontrés, il faut être amoureux quand même. Donc, c'est vrai que c'est important ce qu'ils mettent derrière cette notion de couple. Mais ensuite, c'est aussi important vis-à-vis des autres. En fait, c'est important pour eux, mais aussi vis-à-vis des autres. Être en couple, c'est montrer qu'on est un grand. Ne pas l'être, d'ailleurs, ça peut poser un problème. Je reçois pas mal de courriers de collégiens qui me disent « mais je suis pas en couple, les autres le sont, pas moi ». C'est-à-dire que ça devient un complexe dans leur socialisation au collège ? C'est important aussi, non ? Ça devient un complexe, donc du coup, dans leur mode de socialisation avec les amis au collège. Mais la question, c'est quand même de savoir à ce moment où, encore une fois, 11-13 ans, on est
juste après le primaire, au début du collège. On est vraiment entre deux âges, la fin de l'enfance, la préadolescence. C'est un tourbillon d'expériences, d'émotions, de découverte de soi, de quête d'identité. Et comment, Flore, on arrive à identifier le sentiment amoureux quand il y a autant de choses qui se passent autour de soi ? Moi, je comprends tout à fait le point de Sandrine, c'est-à-dire que l'amour est très important pour les jeunes parce que, encore une fois, il n'y a rien d'autre qui fait qu'on se met avec quelqu'un. Et s'il y a une deuxième chose, ce serait le statut social, parce que le collège, c'est quand même le début d'une sorte de hiérarchie un peu bizarre qui va se mettre en place dans les classes. Et faire couple avec quelqu'un, c'est aussi, par exemple, si on est avec le beau gosse ou la belle gosse de la classe, c'est aussi d'une certaine façon montrer une sorte de niveau social qui peut se créer déjà dès le collège et puis qui va peut-être se renforcer au lycée. Oui, ce statut social, on en parlait avec vous, Sandrine, encore une fois. C'est une façon aussi de montrer qu'on est en train de démarrer cette socialisation avec l'ensemble de ses camarades, avec aussi l'ensemble de son école. Parce que être dans la cour, encore une fois, du collège, je reprends cet exemple-là, parce que c'est là où vous avez démarré cette enquête, être dans la cour du collège avec son petit ami, sa petite amie, et de façon absolument libre, c'est aussi montrer aux autres qu'on a un statut. Oui, tout à fait. Alors, vous dites se montrer dans la cour, des fois ça se voit même pas dans la cour, parce que dans le groupe, en tout cas que j'ai interrogé, il y en a, ils ne savaient pas que les autres étaient forcément en couple, donc voilà. Mais après, quand on commence à le montrer, effectivement, surtout si on est avec le plus populaire ou le beau gosse de la classe, c'est important. C'est important vis-à-vis des pairs de montrer qu'on a été en couple, en tout cas, ou qu'on l'est encore. Et encore une fois, ça fait partie de cette construction d'identité qu'on a toutes et tous à l'adolescence. Aujourd'hui, justement, comment est-ce qu'on aborde cette question avec des codes, des langages peut-être différents? Parce que je reprends mon exemple de cours d'école, parce qu'encore une fois, c'est là où est née votre enquête, Sandrine. Mais le continuum, c'est le réseau social, c'est la plateforme. Alors, certes, théoriquement, 11 ans, on n'a pas le droit d'être sur un réseau social. Mais bon, je vous le dis quand même, ils y sont. Donc, du coup, comment est-ce que ça se passe quand il y a ce continuum pour pouvoir, justement, tester aussi cette définition de couple, montrer aussi qu'on est en interaction avec les autres. On parlait tout à l'heure des likes ou des photos qu'on peut regarder sur le compte de celui ou de celle avec lesquels on imagine être en couple. Ça fait partie aussi, encore une fois, de cette construction sociale. Oui, et alors moi je parlerais peut-être plus pour le lycée qui a un regard plus critique sur les relations amoureuses, alors qu'au collège on débute. Au lycée on commence à vraiment asseoir son identité affective et sexuelle. Et là, sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a une diversité des possibles que peut-être n'avait pas la génération de nos parents et qu'on va peut-être venir expérimenter. D'où ce qu'on peut entendre dans le mot fluidité sexuelle, on dit que les jeunes ados sont plus fluides, c'est-à-dire qu'ils vont plus facilement changer d'orientation, faire des tests, orientation sexuelle ou pas, mais plus faire des tests affectifs. Est-ce que je suis mieux avec une nana, deux nanas en même temps, un homme? Voilà, ça va être une période qui va être plus challengeante que l'étaient les générations précédentes, au collège, au lycée, pardon. Au lycée, pour le coup. Oui. Et au collège, on va déjà essayer d'identifier, encore une fois, je vous repose la question parce que vous n'avez pas répondu ni l'un ni l'autre, le sentiment amoureux. Comment est-ce qu'on peut réussir, encore une fois, dans ce tourbillon d'émotions qu'on va traverser au tout début de l'adolescence, réussir à vraiment mettre des mots sur « je suis amoureux » ou « je suis amoureuse » ? C'est compliqué, c'est la question qu'ils nous posent souvent, comment savoir si je suis vraiment amoureux? Donc nous, on essaye de leur dire, est-ce que quand tu vois l'autre, tu te sens tout chamboulé? Est-ce que tu penses qu'à lui? Alors je parle pour les filles, parce que les filles, elles écrivent plus facilement sur ce sujet-là que les garçons, mais est-ce que tu en parles à longueur de journée? Enfin, on essaye, il y a tout un tas de petits signes qui permettent de se dire, bon voilà, là on n'est peut-être plus dans de l'amitié, mais plutôt dans de l'amour. Et puis après, la question, c'est de savoir, est-ce que l'autre, il ressent les mêmes sentiments? Donc là, pareil, d'essayer par des petits signes de voir, est-ce qu'il répond à tes sollicitations? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous êtes ensemble? Enfin, ce genre de choses. Et puis des fois, ça matche pas. Ça leur paraît toujours incroyable quand on leur dit, mais on peut pas obliger quelqu'un à vous aimer. Mais voilà, on essaye, c'est pas évident. Ouais. On n'est pas à leur place non plus, mais par des petits signes quand même de se dire, bon là, apparemment, toi tu es amoureuse ou toi tu es amoureux et c'est réciproque.
C'est important, ça, Fleur, justement, ce dont Sandrine vient de parler, le fait de réaliser que, oui, c'est pas forcément toujours réciproque, l'amour. Ça fait partie aussi de la construction de ce début de chemin amoureux pour ces ados. Ah oui, la frustration amoureuse, déjà, c'est difficile à gérer quand on est adulte. Mais alors, quand on est enfant et qu'on débute, oui, c'est des étapes qui sont très sérieuses et très importantes. Et peut-être parfois négligées par les parents qui disent « Oh, c'est pas grave, à leur âge, c'est pas très important. Ils sont pas vraiment en couple, il n'y a pas vraiment d'enjeu. » Oui, mais sentimentalement, je pense que l'enjeu est très important. Ça peut mener à des dépressions. Et c'est des sujets qui doivent être traités très sérieusement par les parents, tout comme on est habitué quand on est parent à gérer constamment la frustration de ses enfants. Je pense qu'elle prend une ampleur supplémentaire quand c'est de la frustration amoureuse. Là aussi, c'est une question que ces enfants vous posent souvent, hein, Sandrine, et posent à Okapi. Est-ce que je dois en parler à mes parents ? Oui, alors pas forcément, parce que après tout, c'est leur vie amoureuse, leur vie privée. De la même façon que les parents n'ont pas forcément besoin de raconter leur vie amoureuse à leurs enfants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut garder pour soi. En tout cas, nous, dans les conseils qu'on donne, c'est de dire, voilà, t'es pas obligé, c'est ta vie, te sens pas obligé. Maintenant, dans les collégiens que j'ai rencontrés, on sentait quand même qu'il y avait cette envie que tout le monde le sache au bout d'un moment. Ce qui peut des fois poser des problèmes selon la relation, la famille dans laquelle on est, parce que il y a des cas de figure qui font que les parents sont pas très vont pas accepter, par exemple, que leur fille soit amoureuse d'une autre fille. Je donne cet exemple parce qu'on l'a souvent aussi dans nos courriers. Ouais. Donc comment on le dit à ses parents, enfin voilà, mais on n'est pas obligé de le dire. Oui, alors ce qu'il faut retenir en effet, à la fois des conseils d'Okapi et à la fois des conseils de Fleur, c'est qu'on est obligé de rien. C'est surtout ça le bon conseil à donner dès le départ, encore une fois, c'est le premier pas dans cette vie amoureuse. D'ailleurs, les ados qui se tournent vers vous, Fleur, sur TikTok notamment et sur Instagram, ils viennent avec quel type de questions ? Alors, la question qui vient le plus souvent, des enfants particulièrement, des adultes aussi, c'est: est-ce que je suis normale de façon transversale ? Est-ce que ma sexualité est normale ? Est-ce que mon sexe est normal ? Est-ce que le nombre de rapports que j'ai, c'est normal ? J'ai pas envie de sexe, est-ce que je suis normale ? Il y a une volonté de se conforter à la norme qui est très importante, et en particulier chez les jeunes. Encore faut-il savoir comment on a défini la norme. Voilà, donc c'est ça qui est très difficile, puisque c'est ce que vous dites. Non seulement on est obligé de rien, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de normes en matière de sexualité. Alors, il ne faut pas que la sexualité fasse souffrir, il ne faut pas que ça soit une souffrance. Il y a des problèmes parfois d'addiction, et même très jeunes. Donc ça, il faut savoir quand même poser un certain nombre de limites. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de normes quand on touche à la sexualité. Est-ce que vous avez aussi l'impression finalement que ces questions, elles se posent de façon plus libre, plus simplement, parce qu'on souhaite aussi des générations, le fait de pouvoir avoir des conseils pratiques ou aussi des adultes référents auxquels on peut adresser ce type de questions, qui ne sont pas forcément toujours les parents, on le voit bien notamment, comme le disait Sandrine tout à l'heure, ça fait partie aussi du coup de solutions auxquelles on peut avoir des réponses pratiques à ces questions et qui sont complètement légitimes. Oui, là on remarque que c'est plus simple pour la génération qui arrive d'avoir des réponses pertinentes à leurs questions et des réponses anonymes. C'est-à-dire que, si papa et maman ne veulent pas répondre aux questions, Internet aujourd'hui répond, je trouve, de façon de plus en plus juste aux questions des collégiens et des ados. Et de même, les parents se sentent de plus en plus responsables d'orienter l'enfant vers d'autres adultes référents, des associations ou un médecin, si eux-mêmes n'ont pas la réponse. Donc je trouve qu'il y a un changement de société qui est très intéressant, qui va avec l'évolution du droit à l'enfant. L'enfant se rend compte qu'il a des droits, qu'il a des besoins, des désirs propres, et que la société commence à s'y intéresser sérieusement et à y répondre sérieusement. L'éducation à l'amour, Sandrine, c'est un éternel recommencement finalement. Oui. Je reviens là sur la question des parents. Effectivement, nos lecteurs, c'est le début de leur vie amoureuse. Donc, c'est pas évident d'en parler aux parents de la même façon qu'ils n'osent pas leur parler, par exemple, d'épilation ou des filles, des règles, ce genre de choses.
mettre ça, enfin en parler pour la première fois, c'est un peu compliqué. Donc nous, on leur dit toujours de se tourner vers des adultes référents. Ça peut être des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, voire même des grands-parents. Des fois, c'est plus facile finalement d'en parler aux grands-parents. Alors effectivement, sur Internet, on trouve des réponses, mais on trouve tout et puis des fois des choses aussi pas forcément pour eux. Donc c'est pour ça que nous, on met beaucoup l'accent sur l'adulte référent ou sur les proches qui peuvent peut-être répondre à leurs questions. Mais bon, après, c'est la première fois pour eux, les collégiens. Donc c'est un peu compliqué toujours d'en parler. Ouais, et puis dans 10 ans, ça sera dans 20 ans aussi. Absolument. Comment justement parler d'amour aujourd'hui à ces collégiens, à ces collégiennes, à ces lycéens et à ces lycéennes? L'amour, ça s'apprend. On continue à en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap tout de suite du très amoureux Édouard Deniau. Email or text. L'amour, l'amour, l'amour et encore l'amour. On en parle aujourd'hui avec nos invités Fleur Chéry, journaliste sexo-spécialiste de l'intimité, et Sandrine Pouvreau, journaliste pour Okapi, rubrique On se dit tout. Oui, messieurs, dames, on se dit tout aujourd'hui sur ce plateau. Et on va surtout tout se dire avec Guillaume Gralet parce qu'il a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, Guillaume, tu veux nous parler d'une invention, d'une innovation qui t'a laissé littéralement sans voix. Ouais, en fait, c'est assez rigolo parce que je me suis rendu compte qu'il y a un programme qui existe. Alors, il est uniquement réservé à des bêta-testeurs aujourd'hui. Il s'appelle Val-I. C'est un peu une référence à DAL-I. Vous savez, c'est logiciel d'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que lorsque vous allez leur glisser une suggestion, on appelle ça un prompt, eh bien, ils vont vous afficher des images assez fantasmagoriques, parfois très imaginatives et qui nous impressionnent. Là, l'idée, c'est à travers uniquement 3 secondes d'enregistrement, eh bien, on va pouvoir répliquer votre voix ou celle d'un personnage disparu, célèbre, on va le reconstituer et ça peut être assez confondant. C'est des chercheurs de Microsoft qui travaillent en même temps pour l'université Cornell qui ont annoncé cette innovation et c'est assez surprenant.
Alors, ils s'appuient sur quoi exactement comme recherche scientifique? Ils entraînent une intelligence artificielle sur de la voix, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que toute l'idée, c'est de transformer des mots ou des nombres en matrices pour pouvoir la réinterpréter, la faire réinterpréter à une machine. Ils vont s'appuyer, en fait, c'est ça qui est assez surprenant, alors qu'ils sont de Microsoft, sur une technologie qui a été développée par les ingénieurs de Meta. Et on peut voir des démonstrations très intéressantes sur le site GitHub, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire lire la même phrase avec un ton un peu énervé, un ton humoristique, un ton plus flegmatique. Ça parle très bien. La seule limite, c'est que c'est accessible uniquement en anglais pour l'instant. Bon, comme quoi, parfois, l'interopérabilité, ça a du bon et les marques tech peuvent travailler ensemble. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? On se souvient qu'on a eu ce débat sur ChatGPT, notamment ici sur ce plateau, en disant que ce n'était pas non plus complètement fiable à 100%. Oui, ce n'est pas fiable à 100%. ChatGPT peut faire des erreurs. Il y a souvent, d'ailleurs, un problème de droit d'auteur. Ici, ça fonctionne relativement bien, mais il y a quand même eu quelques ratés. Surtout, il faut bien savoir, toujours lorsqu'on a des logiciels d'intelligence artificielle générative, quelles sont les sources et est-ce qu'on a bien le droit de les utiliser? Absolument, les sources et les données qu'on va justement donner, c'est un peu redondant, mais à ces algorithmes pour qu'ils puissent s'entraîner sont absolument fondamentales. La reconstitution de la voix, ça intéresse évidemment d'autres startups. Oui, il y a des startups plus petites que Microsoft qui sont penchées sur le fait. Parce que c'est une startup, Microsoft, dis donc. Ça a été une start-up à un moment. C'est vrai, ça a été dans un garage. C'est une grosse start-up aujourd'hui. Il y a une entreprise qui s'appelle Synthetic Voices, qui est américaine, qui a recréé la voix de Steve Jobs. Il y a également une entreprise britannique qui s'appelle Eleven Labs, qui a été créée par un ancien ingénieur de Google, Piotr Dabowski, ou encore l'ex-cadre de Palantir, Mati Staniszewski. Donc, ils sont vraiment à suivre. Mais on a aussi des innovations en France. Absolument. Il y a notamment l'IRCAM, qui est un centre de recherche public qui est extrêmement intéressant, qui avait recréé, moi ça m'avait marqué, en 2014, j'étais jeune, un peu plus jeune à l'époque, la voix d'André Dussolier, et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, on voit bien que les progrès visent à rendre possible, accessible ces logiciels à tout un chacun. L'IRCAM qui a continué à travailler justement sur ces outils de deepfake vocaux, mais pour le bien des choses, notamment via sa structure IRCAM Amplify, et qui a commercialisé cette solution, notamment pour l'émission Hôtel du Temps de Thierry Ardisson, où il jouait aux archéologues de la voix. Je parle justement de deepfake vocaux à dessein parce que, évidemment, on peut aussi utiliser et avoir recours à ces technologies d'intelligence artificielle vocale. Pas forcément juste pour le défi scientifique. Oui, c'est le média américain Vice qui est tombé sur des voix détournées, notamment une voix détournée d'Emma Watson qui lisait Mein Kampf. Je pense que la vraie Emma Watson, ça ne lui a pas plu du tout parce que c'est pas du tout sa source d'inspiration. On a fait dire également au président américain Joe Biden, on va envahir la Russie. On voit bien que lorsqu'on a accès à ce matériau qui est notre voix, qui dit tellement de nous, eh bien on peut lui faire dire quasiment n'importe quoi. Donc il faut faire très attention aux manipulations. C'est ceux qui a sonné l'alarme un peu chez Eleven Labs, qui a dit on va mettre notre outil un petit peu en sommeil, un petit peu comme vous savez lorsque Tai, qui est un robot conversationnel qui avait été créé par Microsoft, en 2016, décidément ça c'est une séquence souvenir. Chercher l'erreur, et bien Tai en fait s'inspirait, conversait en direct sur Twitter, mais est devenu très vite raciste et misogyne. Donc il faut faire très attention avec ce type de logiciel et surtout bien faire attention aux sources qu'ils utilisent pour répliquer des voix notamment. Je vais te redire exactement ce qu'on se dit à chaque fois quand on parle de cette expérience taille chez Microsoft qui date encore une fois de 2016, c'est qu'elle a appris assez rapidement finalement des conversations qu'on lui a demandé justement de pouvoir gérer, qui étaient celles sur Twitter. Donc elle a appris des tweets clash, donc elle s'est mise à clasher littéralement l'intégralité de Twitter. Ouais, la modération est très importante. On voit que cette IA générative, on va en entendre beaucoup parler en 2023. Il y a notamment une initiative assez rigolote qu'on peut suivre sur Twitch notamment, qui vise à répliquer en temps réel, alors c'est très pixelisé, un épisode de Seinfeld qui n'a absolument
aucune fin, c'est-à-dire que l'IA génère en permanence Seinfeld, enfin en tout cas un pastiche de Seinfeld, donc il va falloir faire assez attention à cette IA vraiment très imaginative. Parce que Seinfeld, c'est le pastiche de Seinfeld en fait, exactement ça. Mais bravo, voilà. C'était un deepfake vocal en direct par Guillaume Gralet. Merci infiniment Guillaume, c'est vrai que voilà, on se pose énormément de questions sur ces IA génératives, créatrices, celles qu'on va pouvoir utiliser justement pour le futur des apprentissages notamment, mais pas que. Ce type justement de technologie, vous les voyez arriver comment, Flore, en matière d'intimité et de sexualité ? Il y a un regard évidemment qui est très critique sur ces nouvelles technologies, en particulier en matière de pornographie. Et ça peut toucher aussi les jeunes. Ça a touché ma Watson aussi, qui a vu, et elle s'est insurgée contre ça, puisqu'on a utilisé sa tête sur des images pornographiques. Donc ça pose la question du revenge porn. Moi, c'est surtout sur ces sujets-là que j'en parle et que je vois une limite, en tout cas, à la technologie qui peut être. C'est beaucoup utilisé par les collégiens, les lycéens, ce revenge porn, ou c'est une... Alors, le revenge porn est un des problèmes, un des premiers fléaux, je trouve, dans les cours de récré aujourd'hui. Ce n'est pas principalement par l'intelligence artificielle, c'est juste les messageries et l'envoi de nudes qui s'est généralisé, qui provoque un effet de revenge porn. Et on l'a vu pendant le confinement avec les comptes Ficha, notamment. Maintenant, non, on n'en est pas encore à l'utilisation de deepfake pour la copine du lycée. Mais ça pourra peut-être arriver dans les prochaines années. Donc il faut qu'on arrive à modérer tout ça, en tout cas. Et on peut souligner notamment le travail formidable de l'association Stop Ficha, qui justement dénonce ces comportements et va aider les victimes à pouvoir remonter non seulement la trace des auteurs et des autrices de ces fichas et revenge porn, mais aussi pouvoir les signaler aux autorités référentes en la matière. Nous, on va continuer à parler, d'amour avec un grand A, je vous l'ai promis. On va surtout essayer de comprendre comment on va du sentiment jusqu'au consentement. L'éducation à la sexualité est une loi, faut-il le rappeler. On en parle avec Flore Chéry et toujours Sandrine Pouvreau. Et aujourd'hui, vous le savez, 14 février, s'il en est, on continue à parler justement d'amour, mais pas que, inclusivité, consentement, pornographie, injonction, orientation sexuelle au pluriel. Comment est-ce qu'on parle de sexe aux ados en 2023 ? On le disait tout à l'heure, Flore, aujourd'hui, on est submergé d'infos, submergé d'images aussi, au même titre que les ados, submergés de ces infos sur le sexe. Comment est-ce qu'on rétablit une discussion saine pour dépasser les stéréotypes ? Alors après, ça dépend, je pense, de l'âge, et c'est aussi très difficile parce que, vous l'avez dit, les enfants comme les adultes sont un petit peu dépassés par toutes les discussions et les différents sens que l'on peut mettre sur la sexualité. Entre un discours autoritaire religieux mais bienveillant, je pense, ce qu'on peut entendre de quelqu'un de très bienveillant dans une église, et ce qu'on entend aussi de façon très bienveillante sur Instagram, et ce qu'on entend de façon très bienveillante dans la bouche de ses parents, on a 3 discours complètement contradictoires. Donc déjà, les adultes ne sont pas d'accord entre eux, même s'ils ont des très bonnes intentions. Et ça, c'est un problème pour l'enfant qui, on a parlé d'adultes référents, oui, mais comment fait-on si les adultes référents, avec toute la bienveillance qu'ils ont, ne sont pas d'accord entre eux? Et c'est ça aujourd'hui un des problèmes, je pense, de la jeune génération au collège et surtout au lycée, parce qu'ils veulent vraiment des réponses, c'est qu'il n'y a pas un seul discours cohérent qui fasse sens aujourd'hui sur la sexualité. Donc c'est à eux c'est eux qui portent la responsabilité aujourd'hui de s'inventer un futur amoureux, sentimental et familial. Mais donc justement, comment le faire et avec quelles sources ? Sandrine, on parlait tout à l'heure en première partie de cette émission justement de ces sources en ligne qui pouvaient nous aider à avoir des réponses plus rapides parfois, ou via des courriers à la rédaction d'Ocapi notamment, qui permettent d'avoir des réponses plus rapidement qu'avec les parents. Puis parfois on n'ose pas aussi en parler tout simplement à son adulte référent. Comment est-ce qu'on identifie les bonnes sources en la matière ? Alors, nous,
les donner au fil de nos articles, hein, des sites où on voit maintenant aussi effectivement des médecins qui parlent sexualité sur TikTok aux jeunes. Donc on peut leur donner des sources qu'on identifie un peu comme fiables. C'est vrai que, et je reviens justement à cette éducation à la sexualité qui normalement devrait se faire au collège et au lycée, nous, on pose beaucoup la question à nos lecteurs quand on les rencontre, à nos stagiaires de 3e, on en a énormément à Okapi, et c'est pas toujours fait, cette éducation à la sexualité. Et quand c'est fait, c'est pas évident, notamment au collège, où c'est un âge où voilà, les autres vont ricaner si vous posez des questions un peu trop osées ou trop perso. Enfin bon, du coup, voilà, ils sont un peu perdus, d'où leur courrier à Okapi, et puis leur demande d'infos. Alors après, je disais tout à l'heure, effectivement, sur Internet, il y a tout et puis n'importe quoi. Hein. Ils ne savent pas forcément faire une bonne recherche sur Internet, et on peut très vite tomber, effectivement, sur des sites ou des sites pornographiques, ou voilà. Et pour eux, des fois, ça devient un peu... Enfin, j'aime pas le mot norme, mais bon, ce qu'ils voient, et pour eux, c'est... Oui, c'est normal. Des fois, ils nous écrivent en disant « mais je comprends pas, ma copine, elle veut pas faire ça », ou voilà, ils prennent pour argent comptant des choses qu'ils ont vues un peu n'importe où. Alors, dans ces cas-là, on leur conseille d'aller tout de suite poser la question sur TikTok et sur Instagram à Flore Chéri, évidemment. Flore, quelles sont, vous aussi, vos sources d'information ou d'inspiration? Vers quels médias ou comptes ou influenceuses positives on peut aller justement pour avoir des réponses à ces questions? Oui, alors de façon très pragmatique, moi, il y a un site que j'aime beaucoup qui est onsexprime.fr, qui est le site de l'État, qui est très bien fait, et c'est pas... c'est une façon de parler aux jeunes qui est très moderne, hein, avec un tutoiement, avec des jeux, avec des youtubeurs stars qui sont dessus. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et sinon, une des problématiques des réseaux sociaux aussi, quand on parle du collège-lycée, c'est que nous, on s'adresse à une masse et que notre vocabulaire n'est pas forcément adapté à un jeune de 11, 12 ans. On ne fait pas la différence entre quelqu'un de 12 ans et quelqu'un de 17 ans. On va donner notre contenu de cette façon-là. Or, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État fait très bien son boulot là-dessus et ont des plateformes qui sont adaptées à l'âge de l'enfant. Ce que ne peuvent pas faire les Instagrammeurs et les TikTokers. Nous, on peut s'adresser aux 15 et plus. Mais pour les plus petits, là, il faut des gens spécialisés qui vont vraiment répondre de façon adaptée aux questions d'un enfant. Un enfant qui dit qu'est-ce que vous faites papa et maman dans le lit, c'est pas la même chose qu'un enfant de 17 ans qui dit qu'est-ce que font papa et maman dans le lit. Il n'attend pas du tout la même réponse. Et ça, il faut pouvoir lui fournir une réponse adaptée. Et même lui reposer des questions derrière, c'est-à-dire, mais selon toi, qu'est-ce que tu penses que les enfants font dans le lit? Quels sont tes mots? Ils font des bisous. Ah, et pour toi, c'est quoi un bisou? Sur la bouche. Ah d'accord. Ils font des bisous sur la bouche. Voilà, ils veulent peut-être pas savoir plus de choses que ça. Et c'est vrai que les TikTokers, Instagrammeurs parlent beaucoup de consentement, parlent beaucoup de belles choses, mais sur certains sujets sexuels, il y a des limites. Sachant que, encore une fois, on le rappelle, vous n'êtes pas censé être sur une plateforme avant l'âge de 13 ans. En tout cas, vous ne devrez pas pouvoir vous y inscrire avant 13 ans. Et la majorité numérique en France est fixée à 15 ans. Oui, je sais, toutes les études nous prouvent que dès 11 ans, on a plusieurs comptes sur plusieurs réseaux sociaux, quoi qu'il en soit. Vous en parliez, tiens, Sandrine. On va le rappeler, en effet, l'éducation à la sexualité, c'est d'abord une loi, la loi Aubry du 4 juillet 2001. Des inspectrices générales ont mené justement l'enquête. Et vous le rappeliez là aussi, selon le rapport Éducation à la sexualité en milieu scolaire, bien seulement 15% des écoles donnent des cours d'éducation sexuelle et moins de 20% des collèges respectent la loi, cette fameuse loi Aubry qui demande 3 cours obligatoires d'éducation à la sexualité par an. Si déjà on appliquait la loi, ce serait peut-être déjà répondre à une grande problématique. Il y a un grand trou dans la raquette. Oui, clairement. Et puis quand les cours sont faits, on s'aperçoit souvent c'est en SVT, donc c'est très biologique. Comment on fait des enfants, l'appareil génital de l'homme, de la femme, mais on n'aborde pas des questions comme le consentement, sur des questions comme à quel âge finalement on peut faire l'amour avec son petit copain ou sa petite copine. Enfin, des choses qui sont, voilà, des choses de la, j'allais dire de la vraie vie. Ça reste très
Oui, c'est des cours de SVT. Quand c'est fait, souvent, c'est en cours de SVT. Mais il y a tout un pan de la sexualité qui n'est pas abordé, effectivement. Oui, sachant qu'on le rappelle, c'est 3 cours obligatoires par an. Ils vont s'étaler sur 7 années scolaires, donc ça donne 21 cours en tout, tout au long de sa scolarité. Et l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, on parlait d'agilité et d'adaptation à l'âge de l'enfant, s'adapter au fur et à mesure au collège, puis au lycée. Flore, on applique la loi ou pas ? Quand est-ce qu'on va commencer à l'appliquer ? Oui, alors ça serait déjà une première étape d'appliquer la loi. Je pense qu'aujourd'hui, on souffre d'une déresponsabilisation sur qui vraiment prend en charge ces cours. Est-ce que ce sont des associations externes ? Est-ce que ce sont des professeurs en interne ? Maintenant, je pense qu'il ne faut pas attendre non plus des résultats magiques de 3 heures dans une année complète pour un enfant, en particulier en classe. On ne pourra pas forcément poser toutes les questions qui le touchent, ou alors ça ne sera pas au bon moment. Parfois, on a besoin d'une réponse la semaine prochaine, parce que, ou même dans les 24 heures, parce qu'il y a eu un problème et qu'on a besoin d'avoir des réponses rapides. Donc c'est une première très bonne étape de faire appliquer la loi. Mais ça s'accompagne pour moi d'autres outils à mettre à disposition aux enfants pour que ce ne soit pas juste 3 heures dans l'année, on se dit c'est bon, l'État a fait son taf. Je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Aller encore plus loin, c'est peut-être aussi remettre au centre de la question la question du consentement. On recevait l'autrice Chloé Thibault sur ce plateau, le Hum chez Webedia Éditions. Elle y consacre plusieurs pages, notamment dans son ouvrage, et elle s'alarme de ne pas voir le mot consentement apparaître sur le site du gouvernement dédié à l'éducation sexuelle. C'est une question de politique publique avant tout, l'éducation à la sexualité, parce qu'on parle de santé publique, certes, mais il y a aussi le fait de pouvoir engager une réflexion beaucoup plus globale sur la façon dont aujourd'hui on aborde aussi sa future vie d'adulte, sa future vie amoureuse et vie sexuelle. Oui, mais Marlène Schiappa s'était beaucoup battue sur cette question de consentement, et elle parlait même plus d'éducation à la vie affective que d'éducation sexuelle, pratico-pratique et technique. Je pense qu'il y avait avant tout une volonté très claire d'exprimer une envie de façonner le futur citoyen dans sa vie affective. Peut-être que ça a été laissé tomber quand elle est partie, mais il y avait eu cette politique qui avait été lancée. Et sur la question spécifique du consentement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se cristallisent autour de ça. Or, je comprends que ça ne soit pas que le premier cheval de bataille sur les enfants. Pourquoi ? Parce que, par exemple, c'est quelque chose qui peut être choquant, mais un enfant peut être consentant pour faire l'amour avec un adulte. Or, ça ne suffit pas. Il faut lui dire, c'est pas parce que tu es consentant que tout va se faire. Donc, ça ne suffit pas de dire la chose la plus importante, c'est le consentement. Ce n'est pas vrai. Il faut rappeler la criminalisation de l'acte. Là, il faut dire que même si toi, tu es consentant, même si l'adulte est consentant, l'adulte n'a pas le droit d'être consentant pour une relation avec toi. Même si toi, tu l'es. Ce n'est même pas la question d'être consentant. Pourquoi ? Parce que quand on dit à l'enfant, ce qui est le plus important, c'est le consentement. S'il a fait une action et qu'il était consentant avec un adulte, mais qu'il se rend bien compte que c'était pas normal, que c'était pas ce qu'il fallait faire, il va culpabiliser énormément. Or, voilà, rappeler aussi ce genre de problématique, parler aussi d'encadrement de la pédophilie, c'est une des façons de protéger l'enfant. Or, à lui rappeler tout le temps que la chose la plus importante, c'est son consentement, c'est aussi l'empêcher de se protéger des actes malveillants que peuvent avoir certains adultes. Et on rappelle que la pédophilie est un crime et donc du coup sanctionné par la justice pénale. Sandrine, 5 ans après MeToo, est-ce qu'on a réussi à mieux comprendre cette question du consentement ? On a gagné sur le non quand c'est non, mais est-ce que c'est le oui qu'on doit mieux définir ? Oui, justement, ce que vous disiez, effectivement, c'est pas parce qu'un mineur est consentant pour une relation avec un majeur que c'est bien, au contraire. Mais nous, on revient aussi sur ces sujets-là, sur le fait, sur l'âge aussi. C'est pas parce que physiquement on est prêt à avoir des relations sexuelles que psychologiquement on l'est aussi. Donc il n'y a pas que le consentement, c'est aussi il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Pas seulement il y a l'âge, il y a la personne en face. Enfin, c'est assez complexe, effectivement. Nous, on le voit à travers les courriers qu'on reçoit. Bon, en tout cas, ce qu'on note avec vous deux sur cette émission de ce plateau aujourd'hui, c'est que du sentiment jusqu'au consentement, il y a un vrai besoin de réponse très pragmatique à des questions, encore une fois, très légitimes.
Oui, et qu'on simplifie parfois voilà, en disant tiens, on va faire une éducation au consentement et c'est bon, le travail est fait. Non, pour moi, ça ne suffit pas. Ou alors on se dit il faut appliquer la loi 3 heures dans l'année et ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Les questions sont plus. Ou alors on va voir notre TikToker préféré qui fait de l'éducation sexo. Ça ne suffit pas. Le langage n'est pas adapté. Mais je pense encore une fois de ce que je vois de la politique publique, qu'il y a un vrai effort qui est fait, notamment quand je vois des plateformes extrêmement bien faites, très accessibles, bien référencées. Je me dis qu'il y a quand même des vrais efforts qui sont faits. Maintenant, on ne peut pas tout demander à la politique publique. Il y a aussi à la société de s'adapter à ça et de dire non, il va falloir qu'on parle de sexe aux jeunes, à nos enfants, qu'on soit un parent, qu'on soit un cousin, qu'on soit un grand-parent. On n'a plus le droit aujourd'hui de dire on ne parle pas de sexe parce qu'on ne veut pas que nos enfants aient une sexualité. Il va falloir aborder ce sujet. Et ce n'est pas tabou, Sandrine. Non, et effectivement. C'est des sujets sur lesquels il faut revenir, mais en famille aussi, les parents, que les parents aient des discussions avec leurs enfants, parce que c'est pas parce qu'on en parle une fois en cours que ça suffit, il faut y revenir encore et encore, parce que souvent au moment où on va en parler à un collégien ou une collégienne, il n'est pas dans ce cas de figure, il va entendre que d'une oreille, mais 6 mois plus tard, il va être dans ce cas de figure, il s'en souviendra pas. Nous on le voit, on va répéter 15 fois les mêmes sujets, et 15 fois ils vont nous reposer les mêmes questions. Donc, je pense que c'est aussi dans les familles, aux parents, de s'emparer de ces questions-là et d'avoir ces conversations avec ces ados, j'allais dire, dès qu'ils sont, dès le plus jeune âge, quoi. Et même en matière adolescent. Même en matière d'amour, Sandrine, évidemment, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission. Sandrine Pouvreau, on vous lit dans Okapi, on vous écoute aussi dans le podcast éponyme pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans la tête des ados et comment est-ce qu'ils vous en parlent très librement. Fleur Chérie, on vous retrouve sur Sud Radio notamment, on vous retrouve aussi sur TikTok et sur Instagram. Merci d'être venu nous en parler. Et Guillaume Gralet, on te retrouve partout, on te retrouve aussi dans l'école du futur dès vendredi prochain. Et nous, on se dit à demain pour d'autres aventures.